Des slows des élèves sur les ondes. Bonjour, biaye, wate, bon dia, ni hao. C'était les différentes manières de dire bonjour dans les principales langues locales. En créole, on dit bonjour. En palécourt, c'est biaye. En wayampi, c'est wate. En portugais, nous disons bonjour, bon dia. Et en chinois, c'est ni hao. J'aimerais aussi vous montrer comment dire bonjour dans les langues internationales. Par exemple, en allemand, c'est guten tag. En espagnol, c'est buenos dias. En italien, on dit buongiorno. Voilà, c'était le mot du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des Rocky Studios des élèves du collège Chlore Constant de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Je suis accompagnée d'Alexis, mon coéquipier, pour animer notre 3e émission. Bonjour Sophia, bonjour à tous. Dans notre émission, nous aurons la revue de presse avec Gabriel et Acacio, suivie d'une chronique sur le fameux bouillon d'Awara. Ensuite, Naira nous présentera sa chronique sur les forces armées en Guyane. Puis nous écouterons le reportage de Dorian sur la qualité de vie à Saint-Georges. Esther nous présentera sa chronique sportive sur le sexisme dans le football. La deuxième partie de notre émission sera consacrée à la culture. Dorian et Natacha nous parleront de leur passion pour les mangas. Nous écouterons l'interview faite par Simao. Et Luan nous présentera la série télévisée la plus populaire du Brésil. C'était le programme de notre émission. Bienvenue à tous. On écoute d'abord la revue de presse. Bonjour. Bonjour. Entraînement militaire à Saint-Georges. Pendant 15 jours, du 6 au 17 mars, nous avons vécu avec les militaires de l'armée de terre et de l'air qui se sont installés à l'ancien aérodrome de Saint-Georges. Ils s'entraînent jour et nuit dans la ville. Les habitants de Saint-Georges n'étaient pas tous au courant de la venue des militaires et certains étaient surpris de voir avec leurs armes dans les rues à réaliser des entraînements. Un mercredi après-midi a été banalisé dans le but de sensibiliser les jeunes aux métiers dans l'armée de terre et de l'air. Agrandissement du centre de santé de Saint-Georges. Notre centre de santé, c'est une petite structure qui se trouve au 19 rue Joseph-Léandre à Saint-Georges, à côté du collège Constant-Chlore. Existe depuis une vingtaine d'années. Il correspond aux besoins des habitants en matière de santé. Ce centre de santé ouvert tous les jours de 7h à midi est en train de s'agrandir. Nous avons vu des structures préfabriquées ont été rajoutées du dispensaire. Nous n'avons pas eu de réponse exacte sur le service qui occupera cette annexe. Mais nous vous donnerons cette information lors de notre prochaine émission. Le 22 avril 2023, les jours de la Terre. Cette commémoration a commencé le 22 avril 1970 aux États-Unis, pétant un phare environnemental. En 2023, le thème est investi dans notre planète. Ce qui souligne l'importance de consacrer notre temps et nos ressources et notre énergie à résoudre des problèmes liés au changement climatique et d'autres soucis environnementaux. Réfléchissez à votre impact sur l'environnement et trouvez des moyens de les réduire. Par exemple, planter des arbres pour aider à lutter contre les changements climatiques et ne jetez pas vos ordures par terre ni dans les cours d'eau. N'hésitez pas à participer à des actions de nettoyage locaux pour protéger nos espaces publics dans le cadre des Jeux de la Terre qui a lieu ce samedi. En parlant de planter des arbres, il y a un palmier nommé Awara qui pousse ici en Guyane. J'aimerais en savoir plus sur le plat culinaire bouillon d'Awara fait avec les fruits de cet arbre. Le bouillon d'Awara est un plat traditionnel en Guyane. Je vais vous parler des ingrédients et son origine. Mais d'abord, c'est quoi Awara? L'Awara est un fruit couleur orangée d'un palmier que l'on trouve en Guyane et au Brésil. L'Awara est consommé uniquement pendant la période des fêtes de Pâques et Pentecôte. Pour le bouillon d'Awara, pour commencer, il faut le fruit d'Awara et la viande boucanée, c'est-à-dire fumée, des fruits de mer comme des crevettes et des crabes. Et c'est parti pour les préparatifs d'un délicieux bouillon d'Awara qui va durer des heures. Quelle est son origine? Son origine vient de la légende d'une princesse guyanaise qui est amoureuse d'un blanc. Sa famille ne voulait pas de ce dernier, alors elle proposa de faire un plat où elle mettrait toute la Guyane. Si le garçon aimait le plat, les deux amoureux pourraient s'unir.
La famille accepta. Le garçon aima le plat et s'unirent et se marièrent. Voilà, vous savez tout de ce bouillon d'Awara. Merci à vous pour toutes ces informations. L'opération militaire géante de simulation d'attaque a eu lieu ici à Saint-Georges. A surpris beaucoup de monde. Laïra a eu envie d'en savoir plus et de faire sa chronique sur les forces armées en Guyane. Bonjour Laïra, nous t'écoutons. Bonjour Sophia, bonjour à tous. À 700 km de la métropole, les forces armées en Guyane, connues sur le nom de FAG, garantissant la protection du territoire national et animent la coopération régionale de la Guyane, représentent deux enjeux uniques pour la France et l'Europe dans le domaine spatial, mais aussi environnemental, avec la lutte contre l'orpaillage illégal et la pêche illicite. Les FAG mènent leur mission dans un milieu exigeant, avec 1000 km de frontières terrestres. Les FAG se composent à 2300 militaires et civils de la défense, dont 1600 permanents des trois armées, armée de terre, armée de l'air et marine nationale, hors le service militaire adapté SMA et hors gendarmerie. Les forces aériennes sont implantées dans la commune de Rochambeau, à Cayenne et Kourou. Ici, dans la commune de Saint-Georges, nous sommes constamment confrontés aux forces des armées, puisque pour venir chez nous, il faudra s'arrêter au poste de contrôle de la gendarmerie et de la douane qui se trouve à Regina. Une ville se trouve près d'une heure de Saint-Georges. Il est de même si vous prétendez aller avec votre véhicule au Brésil. Pour conséquent, pensez à avoir votre pièce d'identité pour franchir les barrages de contrôle de Regina et ayez obligatoirement un passeport si vous souhaitez aller au Brésil. En plus de la présence de la gendarmerie et de la douane à ces deux endroits, nous avons également la marine qui assure la surveillance du fleuve Oyapock, qui nous sépare de la ville frontière brésilienne Oiapoque, dans le but de combattre la pêche et l'orpaillage clandestin. C'est ainsi que notre commune est en sécurité grâce à l'intervention des armées de terre. Merci Laïra pour toutes ces informations. C'est vrai qu'on n'imagine pas que dans notre petite commune qui semble si tranquille, il y ait autant de militaires. En parlant de notre commune, Dorian est allé à la rencontre de plusieurs habitants pour son enquête sur la qualité de vie. Écoutons son reportage. Nous nous sommes intéressés aux opinions des habitants de Saint-Georges pour savoir ce qu'ils pensaient de leur qualité de vie dans leur commune. Nous avons interviewé des habitants de plusieurs quartiers de Saint-Georges, dont le Bourg, Résidence Onozo, Village Espérance, Savane, Gabin et Adimou. Et la plupart nous ont répondu que c'est un endroit paisible où il fait bon vivre, ils se sentent même très bien à Saint-Georges, comme nous raconte Claudette. Je m'appelle Dos Santos Claudette, j'habite dans le quartier Gabin. À Saint-Georges, vu que je suis née ici, je suis une habitante d'ici, j'aime Saint-Georges parce que pour moi c'est un endroit paisible, que c'est pour moi c'est ma commune, on peut faire ce qu'on veut, on peut marcher tranquillement. D'autres déclarent que c'est facile de vivre à Saint-Georges car il n'y a pas d'embouteillage et que c'est une commune frontière ayant un accès rapide avec le Brésil par la route et le fleuve. Oui, je pense que vivre à Saint-Georges, c'est facile. J'y réside, comme je vous ai déjà dit, depuis très longtemps. Et là, en ce moment, je travaille et je pense que c'est facile du fait que je parte au travail tous les matins et j'ai pas à me coincer des heures et des heures dans des embouteillages. Et nous sommes aussi une commune frontière. Il y a aussi la facilité avec du côté Brésil. Et ça nous permet d'avoir des échanges et de rendre tout cela facile. Cet autre habitant exprime sa joie de vivre à Saint-Georges en parlant des excursions que l'on peut faire à différents villages du fleuve Oyapock. Écoutons-le, Monsieur Boerstam. Et prenez note des noms de villages qu'il va citer. Cela pourra vous donner des idées de promenade lors de votre prochaine vacances. Peut toutefois voir des excursions au niveau du fleuve. Il y a Tampa, il y a Trois-Pas-les-Tuviers, il y a même Wanari, via la pirogue et autres. Même si la plupart des habitants que nous avons interrogés disent qu'il y a une vie paisible à Saint-Georges, d'autres pensent que ce n'est pas facile de vivre à Saint-Georges et surtout pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de choix d'orientation. Après le collège, bien sûr.
Et malheureusement, beaucoup de jeunes arrêtent d'étudier et leur quotidien est rythmé que par la consommation de produits illicites comme la drogue et l'alcool. Écoutons le témoignage de Madame Labonté. Bonjour, je m'appelle Madame Clémida Labonté. J'habite à Village Espérance d'Eau. Il y a besoin d'améliorer la sécurité en relation à la violence et la consommation de produits illicites. Par ailleurs, nous nous sommes aussi intéressés à ce que les Oyapokois souhaiteraient comme changement ou amélioration de leur commune. Et ce qui ressort, c'est qu'il faudrait tout d'abord que les habitants prennent conscience de l'importance de l'environnement. Écoutons Clémilda. Je voudrais qu'il y ait un changement de conscience des habitants envers l'environnement ici à Saint-Georges. Par exemple, ce serait bien que les personnes qui vivent à Saint-Georges jettent les ordures dans les bonnes poubelles. Des mamans désirent qu'il y ait des aires de jeu et plus d'événements culturels pour les adultes et enfants. Témoignage de Jennifer. Bonjour, je m'appelle Suzanne Silva Jennifer et j'habite à Lotissement Dimo. Je voudrais avoir plus d'événements, par exemple des sports pour enfants et des soirées pour les adultes, des festivals pour cuisiner, la musique et la culture aussi. La plupart est unanime sur le fait qu'il faut qu'on ait une zone commerciale ici. C'est ce que dit cette habitante de Gabin dans son témoignage, Claudette. On a des libres-services, bien sûr, qui est bien, mais on aurait aimé avoir, on peut pas dire un grand supermarché, mais au moins un supermarché où on pourra avoir ce qu'on n'a pas dans les libres-services. Cette habitante affirme quant à elle qu'il faudra plus de travail pour les jeunes et la population. Je m'appelle Hélène Kraft et j'habite à Saint-Georges. Peut-être avoir plus de choix pour les jeunes et même pour la population en termes de commerce, en termes de travail. Enfin, Madame Jade, une habitante du quartier Savane, avoue que nous avons plus besoin de structures pour que notre commune soit à la hauteur d'une ville frontière. Oui, pour parler du changement à Saint-Georges, je pense qu'il nous manque encore des logements appropriés pour les habitants. Aussi une zone commerciale comme des grands magasins pour pouvoir répondre aux besoins des habitants de la commune. Et construction d'un grand hôpital, encore des écoles, des endroits publics et aménager un peu plus le centre-ville. Ici, le centre-ville un peu plus gai. Parfois, les habitants de Saint-Georges déplorent le manque d'activités sportives. Mais il existe un sport bien présent ici, c'est le football. C'est le sport préféré des Oyapokois, et Esther a décidé de nous en parler. Mais elle a choisi un angle bien particulier qui lui tient à cœur. Elle va nous parler du sexisme dans le football. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais parler du sexisme, des inégalités hommes-femmes dans le football. Le football, c'est pas pour les filles. Cette phrase, on l'entend encore trop souvent malheureusement. Mais le sexisme, c'est quoi? C'est une attitude discriminatoire basée sur le sexe. Par exemple, cette phrase que je viens de citer est une phrase sexiste. Ce n'est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas jouer au foot. Mais alors pourquoi la Brésilienne Marta, sacrée 6 fois meilleure joueuse du monde, est beaucoup moins connue que Neymar? Pourquoi gagne-t-elle 96% de moins que lui? D'abord parce que les inégalités entre hommes et femmes dans le foot sont les mêmes que dans le reste du monde du travail. On croit que les femmes travaillent moins bien que les hommes, qu'elles ont moins de capacités physiques. Par exemple, en 2019, l'équipe de France féminine de foot a dû quitter le centre d'entraînement de Clairefontaine en pleine préparation pour la Coupe du Monde, juste pour laisser place à l'équipe de France masculine. La fédération a reconnu donner des priorités aux hommes sans d'autres explications. Ensuite, différence entre le football masculin et féminin vient des médias aujourd'hui. La part occupée par le foot féminin dans les pages Sport Magazine et des journaux reste très faible, à peine 2%, et la télévision des matchs de foot féminin ne sont pas aussi diffusés que ceux du foot masculin, ce qui empêche de donner au sport toute la visibilité qu'il mérite. Mais ces dernières années, avec tous les mouvements de lutte contre le sexisme, les choses changent. J'espère que les jeunes filles pourront avoir des exemples de grandes joueuses de foot aussi célèbres que Neymar et Messi.
Merci Esther, je suis bien d'accord avec toi. Et justement, profitez-en pour noter dans vos agendas la date de la 9e édition de la Coupe du monde féminine de football. Elle se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Supportons les joueuses. Le sport est l'une de nos activités préférées, mais moi, par exemple, j'aime lire aussi parfois. Jelly et Karini ont voulu connaître les dernières lectures de leurs camarades. Elles sont allées les interroger. Écoutons. Le dernier livre que j'ai lu, c'était Le nom c'est la passion du diable. C'est un livre d'horreur. Ça parle d'une détective qui essaye de trouver l'origine des crimes vraiment surnaturels. J'ai pas aimé. Le final, c'est pas bien. Le sens, ça prend du temps pour vraiment commencer l'histoire, pour s'intéresser. J'ai pas trop aimé. J'ai lu Attaque des Titans, séance 2. C'est un manga d'un garçon qui a perdu sa mère dans Attaque des Titans. Il y a une bonne histoire parce qu'il y a une bonne histoire. Le dernier livre que j'ai vu, c'était Mes rêves. C'est une fille qui rêvait beaucoup de choses. Donc un jour, elle a rêvé des serpents et tout ça. J'ai même pas encore fini de lire le livre. Le dernier livre que j'ai lu, il s'appelait Le combat d'Achille et Hector. Je l'ai aimé parce qu'il y a plusieurs combats. Le dernier livre que j'ai lu est Célestine. Il parlait de plusieurs filles qui faisaient de la danse classique dans une école. Le dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Dune. Ça parle d'un garçon qui vit dans l'espace. Je l'ai aimé parce que j'ai vu sa couverture était bonne. Les mangas sont les livres les plus lus au CDI et les élèves réclament toujours les tomes suivants. Dorian et Natacha font partie de ces élèves-là. Elles sont passionnées par l'univers des mangas. Elles nous en parlent. Salut Natacha. Salut Dorian. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mangas. Je vais te poser des questions au sujet du monde des mangas. Tout le monde aime les mangas, surtout les fans du manga. Allez, vas-y, pose tes questions. Alors, qu'est-ce qu'un manga? Je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi consistent les mangas. Bon, d'abord, faut savoir que les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Des albums de petite forme à la couverture souple, de centaines de pages. D'accord, mais ça ne répond pas totalement à ma question, hein? On veut savoir. Ok, mais attends. Bon, pour commencer, je vais vous parler des mangas Kodomo, des mangas idéaux pour débuter dans le monde du manga. Pour les enfants, bien sûr, souvent en France, ils sont en couleur. Bref, il n'y a pas que les Kodomo en jeu. Il y a les shoujo ou shonen pour les ados. Au Japon, beaucoup pensent encore que les filles et les garçons ont forcément des goûts différents. C'est pourquoi il y a deux sortes de personnes pour ados. Les shoujo sont pour les filles et les shonen sont pour les garçons. Du n'importe quoi. Moi, je suis une fille et je regarde One Piece. Bref, les shoujo racontent souvent des histoires d'amour, alors que les shonen racontent des histoires pleines d'action. Et tu oublies, il y en a aussi pour les adultes. Raconte, je veux savoir quel est leur thème, quel thème ils abordent. Ah oui, bon, ces mangas pour adultes, on les appelle les shonen, des BD spécialement pour adultes. Bon, contrairement aux mangas ados ou enfants, ces mangas parlent de sujets plus complexes. Vois-tu, ils sont beaucoup plus violents et ne sont surtout pas adaptés aux enfants. Je comprends, j'ai déjà lu l'un de ces mangas et pour moi, ce n'est pas le texte ou comment il parle qui me fait peur, mais plutôt les illustrations. Bref. Ah, mais j'ai oublié de vous dire que ces livres mangas, on les lit de gauche à droite. Ils ne sont pas comme les livres normaux. Alors, tu nous conseilles quoi, madame? Tu reconnais ce son? Je vous conseille de lire One Piece. De tous les mangas que j'aime, c'est mon préféré parce qu'il y a plein de personnages imaginaires qui sont beaux et incroyables. Il y a beaucoup d'action. Ah, mais c'est mon préféré aussi. Je regarde l'anime depuis que je suis petite avec mon père. On vous le conseille, c'est le meilleur.
Merci beaucoup Natacha et Dorian. Je n'ai pas l'habitude de lire des mangas, mais vous m'avez donné l'envie de m'y intéresser. Et après les livres, parlons musique. Simao a voulu interviewer Philippe Deslandes, notre professeur d'éducation musicale, mais aussi auteur, compositeur, guitariste et chanteur du groupe rock carioca Lunar 4. Découvrons son parcours. Nous venons d'écouter un extrait de Eohiu du groupe de rock Lunar 4. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Felipe Deslandes, je suis professeur d'éducation musicale au collège Clore Constant et je suis aussi musicien. À quelle époque vous êtes lancé dans la musique? Alors, je viens d'une famille très musicale. Donc, professionnellement, il y a eu déjà mon grand-père qui était trompettiste, qui a eu une longue carrière. On avait toujours des instruments dans le salon de la maison et j'étais exposé à tout ça. Du coup, j'ai dû commencer à peu près à l'âge de 8 ans. Est-ce que vos parents vous ont soutenu dans votre envie de faire de la musique? Voilà, du coup, ce qui est compliqué, c'est que oui, mes parents m'ont soutenu quand j'ai décidé, voilà, de débuter dans la musique. Et le seul problème, c'est que l'idée de devenir un professionnel dans ce domaine, c'était un peu compliqué parce que, comme je disais, mon grand-père, il était musicien professionnel, il avait 3 filles et 3 fils. C'était le seul revenu qui rentrait à la maison parce que ma grand-mère, elle était femme au foyer. C'était une enfance difficile, si je pense à ma mère. Je pense qu'il a dû avoir finalement des situations qui, voilà, sont restées dans la tête de ma mère. Du coup, l'idée d'avoir encore un musicien professionnel à la maison, c'était un peu compliqué. Je dis pas mal vu, mais elle sentait que ça serait de la galère, on va dire. Quel instrument pratiquez-vous le plus? Voilà, j'ai commencé au piano et le problème c'est que le piano n'est pas du tout pratique. Vous pouvez bien imaginer, voilà, au collège, il y avait des moments où en fait je voyais mes potes en fait qui amenaient leur guitare pour montrer des nouvelles chansons ou pour montrer la chanson qu'ils ont apprise. Et moi, voilà, j'étais à la recherche d'une prise pour aller brancher mon clavier. Non, c'était pas du tout faisable. Du coup, vite fait, j'ai changé d'instrument. Je me suis dit, bah écoute, je prends la guitare, je fais des essais et on va voir. C'était une guitare classique, du coup les cordes sont en nylon. Ça fait moins mal que les cordes en acier, mais ça fait mal quand même. Hein. J'imagine bien. Quelles sont vos influences musicales? Il y a l'influence qui m'a aidé à apprendre. Là, les influences sont plutôt dans le contexte de la famille. Donc mon grand-père qui était trompettiste, je disais. Mais il y a aussi mon oncle qui, bon, c'est lui qui m'a appris les premiers accords à la guitare. Après, il y a un autre oncle aussi qui m'a prêté sa guitare électrique. Du coup, ça a aussi été une expérience importante. Et après, une fois que j'ai formé mon groupe, là, les influences ont été plutôt partie de mon goût musical. Donc là, je pense vraiment au groupe de pop et de rock des années 60, genre des Beatles, The Byrds, Beach Boys. Et après, plus tard, voilà, j'ai commencé à écouter, voilà, du rock des années 90, notamment des groupes écossais. Ce sont pas les groupes les plus connus, mais oui, ça a vraiment été important pour moi parce que il avait le côté grunge, donc c'était le rock de l'époque, mais il y avait aussi un côté très mélodique, très harmonieux. Du coup, ça me plaisait beaucoup. Ah d'accord. Avez-vous eu des difficultés durant votre carrière? Bon, des difficultés sont comme d'habitude. Je pense que tous les musiciens doivent se dire la même chose. Première chose, c'est voilà, les instruments, ils sont chers quoi. Du coup, j'ai dû galérer un peu en faisant des stages où j'ai commencé à toucher un peu d'argent. J'ai dû économiser pour acheter une première guitare qui n'était pas du tout une bonne guitare, mais bon, pour débuter, je pense que ça allait. Mais quand on commence à faire les premiers concerts, on commence à constater aussi, voilà, hein,
certains instruments sont précaires, il faut qu'on s'achète d'autres instruments de mieux qualité et voilà, qui coûtent beaucoup plus cher. C'était ça d'abord. Et après, à Rio, on était dans un contexte problématique parce que il y a eu une période qui a fait un peu un vide par rapport aux salles de concert. Il y avait soit des très grandes salles pour des groupes déjà très célèbres, soit il y avait que des toutes petites salles pour 50 personnes, 100 personnes. Et vers la fin, ce qui était compliqué, c'est que on dépend du public, quoi. Quand on a un groupe, il faut exposer le travail à un public et c'est mieux quand on a une base de 1000 personnes, 500 personnes, allez, on va dire, parce que c'était l'époque d'Internet aussi. Du coup, ça faisait pas mal tourner de bouche à l'oreille, en fait, les noms des chansons. Après, on a mis des chansons sur Internet comme ça. Donc, c'était les difficultés, c'était les salles de concert, c'était l'argent. On payait très, très mal le musicien, sauf quelques exceptions. On a pu quand même rester tout ce temps en train de jouer parce qu'on a eu quand même la possibilité d'aller ailleurs. On n'est pas resté à Rio, on a eu la possibilité d'aller très loin de Brasilia pour des grands festivals comme ça. Donc, là, par contre, ça a été un peu différent. C'était une grande scène, c'était voilà, un public assez important. Donc, c'était vraiment différent. Ça fait des bons souvenirs. En parlant de scène, où a été votre premier concert? Premier concert, waouh! C'était dans un quartier résidentiel, Meyer, pour les gens qui connaissent Rio, dans un resto. Voilà. On n'a pas été payé. On était tous ravis de pouvoir montrer nos chansons. Et donc, quels seraient vos conseils pour ces jeunes qui veulent entrer dans la musique? Il faut d'abord aimer la musique et après, faut insister. Faut être vraiment, faut persévérer parce que, je disais, le cas de la guitare, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas pendant la première seconde qu'on commence à faire des accords. Non, faut faire des efforts. La première fois, ça va pas marcher. Deuxième fois, ça va pas marcher. Il y aura un moment où la personne va se dire, ah, ok, maintenant, faut passer du premier au deuxième. Et du coup, ça prend encore 1 mois, 2 mois. Ça dépend, en fait, de l'intensité, finalement. Si on joue très souvent, ça va venir plus vite. Et après, bon, si aujourd'hui, si on pense aux salles de concert, et on pense à Saint-Georges, c'est très clairement une question. Hein. C'est vraiment, j'aimerais bien voir plus d'investissement dans les domaines culturels à Saint-Georges, entre autres pour qu'on puisse avoir des salles de concert, des petits endroits pour des expositions, voilà, pour qu'on puisse développer ce sens artistique. On a quand même Internet et je vois que la nouvelle génération, elle est vraiment à l'aise par rapport au numérique. Donc si elle arrive à enregistrer des vidéos pour TikTok, je pense qu'enregistrer une chanson, c'est pas du tout un problème pour cette nouvelle génération. Du coup, il faut juste vouloir et passer de l'idée à la pratique. C'est juste ça. Oui, il faut pas mentir que de nos jours, on a plusieurs applications, pas mal de trucs sur nos téléphones pour enregistrer des chansons. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, voilà, il y a des applications gratuites sur Internet, il y a des tutoriels. Les gens qui sont vraiment curieux et qui aimeraient bien, voilà, débuter dans le domaine de la musique, c'est presque automatique. Hein. On peut rentrer sur n'importe quel site, du genre YouTube, par exemple, chercher des tutoriels pour voir comment on peut utiliser un tel ou un tel logiciel. Et après, il y a des astuces aussi. Tout est là, tout est sur Internet. Donc ça, c'est vraiment un avantage. À l'époque, ce que je faisais, c'est que j'installais un logiciel, je commençais à tout essayer en même temps et au bout d'un moment, il fallait le réinstaller parce que j'avais fait ce que je devais pas faire. Aujourd'hui, on a l'avantage que tout le monde met des tutoriels sur YouTube, etc. Avec ces applications et logiciels qu'on peut télécharger gratuitement, faut juste commencer, faut juste se dire oui, c'est ce que je veux. Avez-vous une chaîne YouTube? On a une chaîne YouTube. Il faut quand même dire que l'enregistrement de l'album de mon groupe, d'ailleurs, qui s'appelle Lunar 4, ça date de 2005. Du coup, voilà, on est en 2023. Pendant ce temps, j'ai jamais arrêté la musique. Du coup, j'ai pas mal d'enregistrements, mais j'ai jamais mis cela sur Internet, à la disposition du public. Parce que je pense qu'on peut toujours améliorer les enregistrements. Je suis très critique par rapport à mon travail, donc je pense que une fois que j'arrive à avoir un peu plus de temps pour me dédier un peu plus aux enregistrements, je pense que je vais peut-être rajouter 2 ou 3 chansons sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez chercher Lunar 4 ou Lunar 4
en portugais, tout ensemble sur YouTube. Et sinon, on a aussi une chaîne sur Spotify, donc vous pouvez chercher aussi le nom du groupe. Et là, vous allez tomber sur notre premier album. Aussi, il y a d'autres projets voilà, sur Internet. Il y a Chico Lo-Fi, donc c'est un autre groupe qu'on a eu aux années 2000 et quelques, 2010 peut-être. Voilà, du coup, de toute façon, je pense que si vous trouvez Lunar 4, vous allez trouver les autres aussi, enfin, c'est un peu associé. Et voilà, donc je vais tenter d'enregistrer encore les nouvelles chansons et les mettre petit à petit au fur et à mesure sur ces réseaux-là. D'accord, j'irai voir votre chaîne. Et oui, après tu vas me raconter finalement ce que tu as trouvé, les chansons. Je vous remercie, monsieur. Merci à toi. Pour terminer notre émission et pour rester dans le thème culturel, Louane a choisi de nous parler d'une série télévisée pas comme les autres. Et oui, Alexis, même si le Brésil est connu pour ses novellas, la série la plus populaire de l'histoire de la télé brésilienne est une série mexicaine, n'est-ce pas, Luan? Tout à fait, Sophia. Cette série, créée par Roberto Bolano, s'appelle Chaves, du nom du personnage principal. C'est un orphelin pauvre et sans-abri qui squatte une résidence populaire située dans la ville de Mexico. Ça raconte le quotidien des habitants de cette résidence. Mais pourquoi cette série est-elle culte en Amérique latine et surtout au Brésil? Au-delà d'être culte, c'est une série mortelle. Elle est diffusée depuis 50 ans et elle traverse les générations. Je la regarde avec mon père qui est fan en 2014. Quand l'acteur qui jouait le personnage Chaves est mort, il y a eu une vraie émotion nationale et beaucoup d'hommages rendus. Mais comment expliquer ce succès? D'abord parce que c'est drôle, il y a beaucoup de quiproquos. Ensuite parce que tout le monde peut se reconnaître dans les différents personnages. Ils ont des problèmes comme nous. Par exemple, il y a Seu Madruga, un chômeur qui n'arrive pas à payer son loyer et qui invente toujours des excuses. Il y a Dona Clotilde, une mamie célibataire qui fait peur aux enfants et d'ailleurs, ils appellent la sorcière du 71. Mais mon personnage préféré, c'est Kiko, un enfant qui se croit riche mais qu'il n'est pas. Tous les Brésiliens peuvent se reconnaître et rire de leurs problèmes. Si j'ai bien compris, Luan, cette vieille série mexicaine un peu ringarde a encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup de nous l'avoir présentée. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'équipe des Rocky Studios, des élèves de 6e, 5e et 4e du collège Constant-Clore de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Merci à nos professeurs et au réseau Canopé. La semaine prochaine, rendez-vous avec les terminales du lycée Félix Eboué de Cayenne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite!